Bonjour auditeurs et auditrices, j'ai une question à vous poser. Les villes taïwanaises sont-elles instagrammables ? Aïe aïe aïe, le vilain terme pour commencer l'émission. Alors ici Clément Tricot et vous écoutez La Ville en pratique. Et aujourd'hui nous avons l'honneur de continuer nos chroniques d'architecture taïwanaise. Alors nous en parlions il y a un mois dans le cadre d'un questionnement sur les villes taïwanaises la nuit. À mon sens, les villes taïwanaises s'apprécient plus dans une perspective paysagère plutôt qu'architecturale. Alors on va essayer de développer un peu cette idée qui pour moi est importante pour bien savoir regarder les villes taïwanaises. Nous allons nous demander aujourd'hui si dans les villes taïwanaises tout n'est pas que paysage et si l'architecture taïwanaise doit être instagrammable. Aïe aïe aïe. The Dark Line, une voie piétonne et cyclable signée par l'agence franco-catalane Michel et Miquel et les paysagistes locaux d'Avision Design, est un projet dont nous avons parlé de nombreuses fois dans l'émission. Rappelez-vous, ce parcours écotouristique s'étend sur un tronçon de 3 km d'une voie ferrée désaffectée et dans 2 tunnels construits donc par les Japonais durant la période de colonisation. C'est un parcours culturel et de promenade qui témoigne de l'histoire d'anciens sentiers historiques et de sites ferroviaires dans une région montagneuse subtropicale à l'est du nouveau Taipei, donc dans le nord de Taïwan. Alors pourquoi est-ce que je vous parle encore une fois, vous allez me dire, de cette réalisation à laquelle nous avons consacré au moins 3 émissions ? Eh bien c'est parce que cette réalisation, dont le rapport au paysage joue un rôle clé, a été désignée comme lauréate du Grand Prix AFEX, soit des architectes français à l'export. C'est un prix assez prestigieux. Cette annonce a été faite dans le cadre du Teatrino du Palazzo Grassi de Venise, soit, excusez mon italien un petit peu catastrophique, soit en ouverture de la 18e Biennale internationale d'architecture de Venise. Eh bien, ce choix du lauréat 2023 de l'AFEX et donc de l'Association des architectes français à l'export peut-être surprendre quand on n'a pas tout à fait l'habitude. Effectivement, parmi les autres mentions au palmarès, on trouve en effet, écoutez bien, un musée d'art, une tour, une distillerie, un centre de cancérologie ou par exemple un lycée. Vous avez peut-être compris où je voulais en venir. La surprise ici est de récompenser avec le Grand Prix une réalisation plus paysagère qu'architecturale. Et donc c'est un peu le sujet de l'émission aujourd'hui. Ce prix, pour moi, résonne donc avec le prix de l'architecture de Taïwan 2022, décerné à l'agence taïwanaise de l'architecte Pan Tianyi pour la réalisation du centre d'art calligraphique Rangshan. Cet édifice, dans sa présentation et dans ses formes, renvoie au paysage et à des symboles de la culture taïwanaise. On en avait parlé aussi dans La Ville en pratique. La liste des 10 nominés comptait là aussi des réalisations de plusieurs architectes internationaux, dont certains déjà récompensés du prix Pritzker. Et donc l'édifice, qui dans sa présentation et dans ses formes renvoyait au paysage, renvoyait aussi à des symboles de la culture taïwanaise, et notamment à la calligraphie, avec notamment un jeu de paysage entre les bâtiments du musée et un étang à proximité. Cette récompense attribuée à un architecte taïwanais devant des architectes internationaux était donc pour moi une reconnaissance à la fois pour Pan Tianyi, mais aussi certainement, nous en parlions dans l'émission dédiée à ce prix, et bien aussi un message qui avait été pour moi envoyé aux architectes taïwanais. Prenons, si vous le voulez bien, un peu de recul sur notre chronique d'architecture taïwanaise un petit peu provocante depuis quelques mois, que ce soit dans le cas de l'évocation de l'ambiance urbaine nocturne avec des temples, des enseignes de magasins colorés, ou alors dans la question que nous avions évoquée sur la question de l'architecture moche, issue de multiples raisons. Donc voilà, on essayait d'expliquer pourquoi l'architecture pouvait être perçue comme un peu moche à Taïwan. Eh bien, en fait, quand on parle de tout ça, on ne parle peut-être pas directement d'architecture, mais plutôt de paysage. Alors, je m'explique. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui ressort le plus dans les échanges, tant avec des professionnels que des non-professionnels. L'une des raisons à cela est que les villes taïwanaises ne peuvent peut-être pas se défaire de leur environnement naturel. Rappelons enfin aussi, avant d'aller un peu plus loin, qu'il n'y a pas de paysage sans observateur. Eh bien, c'est en effet le fait d'observer le paysage qui constitue aussi cette constitution qui est finalement assez humaine. Alors, prenons l'exemple très pragmatique, mais aussi sensible par sa beauté du parc de Yongchuanpi, vaste bassin de rétention qu'on trouve à Taipei. Le parc se situe donc à Taipei, près de la station de métro Changshan. Le lieu est bordé de collines et de logements, et on peut même dire qu'il est à côté des monts des 4 bêtes. Alors vous connaissez certainement le mont éléphant, le Changshan, très connu pour des touristes et des habitants de Taipei pour se prendre en pphoto. Il y a aussi le mont léopard, le mont tigre et le mont lion. Eh bien, le parc se trouve dans un décaissement naturel, et il était autrefois utilisé comme un étang et un bassin, un étang d'irrigation, mais ça sert aussi donc un petit peu de bassin de rétention.
Le site a été bétonné après la Seconde Guerre mondiale et il avait des fonctions militaires. Le lieu a par la suite perdu donc sa fonction militaire pour retrouver un rôle de zone humide avec une fonction de rétention des eaux pluviales pour limiter les risques d'inondation. Couronné de plusieurs prix de paysage, on doit cette réalisation à l'agence de paysage Classic Landscape Design and Environmental Planning qui a pensé ce parc suivant deux grands axes. Le premier était le désir d'étendre l'écosystème à proximité et le second axe était de répondre aux besoins d'un parc public dans le quartier. Alors, à Taïwan, les rivières sont courtes et coulent vite, et il est donc nécessaire de mettre en place une ingénierie environnementale au pied des montagnes ou à proximité pour recueillir les eaux de pluie, expliqué dans une interview donnée à Taiwan Panorama, Liu Bohong, l'architecte en charge du projet. Dans l'article donc de Taiwan Panorama, dans lequel Liu Bohong, le directeur de l'agence Classic Landscape Design, eh bien, il est cité, et il nous apprend aussi qu'en cas de forte pluie, ce parc fonctionne comme un bassin qui stocke et absorbe l'eau. Et environ 86% de la surface de Yongchangpi, donc ce parc, est couverte de végétation ou d'eau. Et le parc peut stocker près de 5000 m3 d'eau, suffisant pour retenir des pluies torrentielles soudaines. Alors pour continuer sur cet article de Taiwan Panorama et qui cite Liu Bohong, le fondateur donc de Classic Landscape Design, eh bien les architectes et le gouvernement doivent s'efforcer d'intégrer la résilience dans les projets afin que ce concept fasse partie de la vie quotidienne des citoyens. Et en effet, le rapport à la nature à Taïwan est selon moi vraiment primordial dans les villes. La nature sera d'ailleurs toujours plus forte que la ville, on peut presque le dire, dans un climat chaud et humide, alors que ce soit subtropical ou tropical en fonction des zones où on se situe à Taïwan, eh bien, laissez n'importe quel bâtiment à l'abandon pendant plusieurs mois, et lorsque vous reviendrez, la flore aura déjà commencé à s'installer à une vitesse extrêmement surprenante pour un observateur venu, par exemple, d'Europe comme moi. Je me souviens que c'est une chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué à Taïwan, de voir des bâtiments abandonnés et de repasser vraiment quelques semaines après et de voir des plantes. On voit même parfois des arbres qui poussent de manière un petit peu inattendue sur des toits. Voilà. Donc c'est très surprenant. Continuons notre réflexion sur la place nécessaire à accorder à l'environnement, donc dans la création de la ville taïwanaise, et dans la nécessité de penser paysage plutôt qu'architecture avec deux concepts. Le premier étant le concept du solar punk, et le second concept étant celui de la ville instagrammable. Alors je citerai pour le premier une connaissance, Adrien Malgui, lui aussi grand amoureux de Taïwan et de ses paysages urbains, passé plusieurs fois à Taïwan pour des durées plus ou moins longues. Adrien, acteur de la Fab City Grand Paris, faisait le parallèle entre les villes taïwanaises et ce mouvement du solar punk qu'on pourrait résumer quelque part comme un genre d'utopie dans laquelle la science-fiction ne se veut pas dystopique et sombre, mais plutôt écologique. On peut citer des porteurs de ces récits tels que Ursula K. Le Guin, une autrice américaine de science-fiction. On peut citer des films tels que Avatar de James Cameron ou encore Les délires de cité végétale de Luc Schuiten. Voilà, si vous ne connaissez pas ce monsieur Schuiten, je vous invite à vous intéresser à son travail, c'est magnifique, et notamment aux œuvres de bande dessinée qu'on peut trouver. Et on peut encore aussi citer certains animés japonais, forcément, des studios Ghibli. Vous connaissez certainement Le Voyage de Chihiro, mais là je vous parle plutôt d'œuvres telles que Nausicaa de la Vallée du Vent. Alors à Taïwan, au-delà des projets de parcs aussi vertueux que celui de Liu Bohong, qu'on citait précédemment, eh bien on trouve dans le paysage urbain taïwanais une espèce de forme de militantisme informel ou de pratique culturelle liée à la place des végétaux. Il n'est pas rare de voir des pots posés dans la rue, dans l'espace public, ou de voir des toits ou des balcons envahis de plantes, volontairement ou de manière quelque peu sauvage. Alors ce mélange et ce contraste avec une présence végétale forte, somme d'initiatives collectives, individuelles ou parfois de simple développement de la flore, et parfois donc une architecture de qualité, disons, elle est médiocre, et bien tout cela donne une ambiance unique et je dirais presque vernaculaire aux villes taïwanaises. Et donc enfin je terminerai par des observations personnelles liées à ma pratique du journalisme mais aussi de l'urbanisme à Taïwan. Il faudrait un recul disons scientifique et chiffré, mais la communication et l'image ont des places importantes pour porter certains projets urbains, architecturaux, sociaux ou encore donc paysagers. La ville taïwanaise se doit quelque peu d'être instagrammable, alors disons photogénique pour les réseaux sociaux, si on veut éviter de faire référence directement à Instagram. Mais c'est un terme qu'on utilise quand même assez souvent, il faut que ça donne envie.
C'est un enseignement qui n'est pas à voir avec dégoût sur cet aspect de l'image, etc. Je dirais même l'inverse. Il faut essayer d'y voir des choses assez intéressantes et de tirer des enseignements de cette volonté de rendre les événements aussi visuellement attractifs. Eh bien, en effet, des démarches citoyennes participatives, telles que, bon, on a parlé de plusieurs dans l'émission, vous pouvez refouiller dans les émissions, vous en trouverez certaines. Eh bien, cette question de l'image est très intéressante. On peut citer par exemple IMA, dont nous avons parlé. C'est une initiative qui se situe dans un semi-sous-sol. De nombreuses activités communautaires et associatives se rencontrent. Et on trouve même parfois un café, du coworking, le tout dans une ambiance très attractive visuellement, qu'on regarde sur les réseaux sociaux ou qu'on soit sur place. Eh bien, si un semi-sous-sol attire du monde, c'est pas uniquement grâce à l'ingéniosité des porteurs du projet, même si c'est en grande partie pour ça. C'est aussi grâce donc au réseau des associations et du bouche à oreille. Mais tout ça, ça passe aussi par les réseaux sociaux, et c'est très important. Et les agences de participation taïwanaises l'ont très bien compris. Et si un projet donne envie en photo, on sait qu'il risque d'y avoir plus de monde au prochain événement. Ça, c'est cette mise en scène des lieux, des espaces et de l'architecture pousse aussi, et c'est surprenant, mais quelque part très logique, à une recherche de convivialité, parce que aussi quand c'est beau, c'est plus agréable quand on est sur place, et des projets de participation citoyens, ce genre de projet, sont aussi plus agréables dans une ambiance plus... Aussi, pour quand on va au-delà de simples tables et chaises. Effectivement, c'est tout de même plus agréable. Et bien donc l'espace et son occupation sont ainsi parfois au cœur des logiques participatives. Et tout ça, ça renvoie aussi à la notion et au rapport au paysage qu'on trouve à Taïwan. Et ça, c'est très important quand on essaye de comprendre et de décortiquer l'architecture taïwanaise. Et enfin, je terminerai cette chronique réflexive qui mériterait d'aller beaucoup plus loin par un autre dossier. Encore une fois, avec le magazine Taiwan Panorama. D'ailleurs, la référence au panorama, vous l'avez compris. Ça renvoie aussi donc au paysage. Et donc, ce dossier de Taiwan Panorama porte sur le train. Le magazine souhaite entamer un dialogue entre le voyage en train et le rapport au paysage, en défendant cette idée que le voyage en train est l'une des meilleures manières d'apprécier les paysages et de découvrir les choses qui se passent autour. Alors là, on va un peu au-delà de l'architecture et de la ville. Mais effectivement, ce rapport au temps court, au temps de l'observation, etc., ça nous renvoie aussi à la nécessité, selon moi, de temps nécessaire pour réussir à comprendre une architecture comme celle des villes taïwanaises, qui peut paraître très dynamique et très surprenante au premier abord, mais dont la subtilité nous arrive peut-être un peu plus avec le temps. Donc nous arrivons déjà au terme de cette émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique pour une de nos chroniques d'architecture. Je vous invite à vous abonner au podcast si vous le souhaitez. C'est très sympa, moi, ça m'aide à promouvoir l'émission. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode de La Ville en pratique ou un épisode de RTF sur les relations Taïwan-France. D'ici là, portez-vous bien.